On s'intéresse ce matin à une étude scientifique publiée la semaine dernière dans la revue Nature Communication et qui montre, cette étude, chiffre à l'appui, comment la déforestation ici en Guyane provoque un déclin drastique de la biodiversité à partir de relevés effectués de part et d'autre de la Guyane sur l'Oyapock et sur le Maroni. Bon, alors que la déforestation ait un impact sur les écosystèmes, cela semble presque aller de soi, mais ce que cette étude met en avant, ce qu'elle révèle, c'est que même quand elle est relativement faible, eh bien la déforestation a des conséquences importantes sur la biodiversité et touche des zones géographiques larges. Autrement dit, les perturbations humaines et leurs impacts sont visibles au-delà des environs des sites dégradés et peuvent même affecter des zones voisines, protégées, situées parfois à plusieurs dizaines de kilomètres. Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone avec l'un des scientifiques qui a participé à cette étude, Sébastien Brosse. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Sébastien Brosse. Nous vous avions déjà invité il y a quelques mois pour parler, disons, de la première partie de cette mission scientifique que vous aviez faite sur le Maroni. Là, l'étude dont on va parler s'appuie, je l'ai dit, sur des relevés que vous avez effectués sur le Maroni, donc, mais également sur l'Oyapock. L'Oyapock est quand même beaucoup moins peuplé, moins perturbé par des activités humaines que le Maroni. Est-ce qu'il y a des différences, et on va commencer par là, Sébastien Brosse, est-ce qu'il y a des différences dans ce que vous avez relevé entre ces deux régions, ou bien les ordres de grandeur, on va dire, dans ce déclin de la biodiversité, il est à peu près le même sur l'Oyapock et sur le Maroni? Oui, tout à fait, il y a beaucoup de différences. En fait, l'Oyapock est assez peu peuplé, donc on a assez peu de déforestation. Hormis sur la rivière Camopi qui fait l'objet de déforestation due à l'orpaillage, alors que le Maroni, tout au moins le cours inférieur du Maroni, est fortement impacté par la déforestation, aussi bien côté surinamé que côté guyanais. Et donc sur le Maroni, on a un impact extrêmement fort de ces activités humaines. Dans quelle mesure les ordres de grandeur, entre guillemets, entre le Maroni et l'Oyapock, c'est quoi les conséquences? Elles sont nettement plus visibles sur le Maroni que sur l'Oyapock? Oui, tout à fait. Sur le Maroni, on a détecté des déclins de biodiversité qui s'échelonnent entre une perte de 25% des espèces de poissons et au-delà de 40% des espèces de mammifères dans les zones fortement impactées. Et alors, on va revenir évidemment sur ce qu'on apprend, ce qu'on lit dans cette étude, mais sur le terrain d'abord, j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé pour qu'on comprenne un petit peu comment vous avez procédé. Vous avez prélevé combien d'échantillons et à quels endroits exactement? Alors nous avons effectué deux grosses missions d'échantillonnage dans le cadre d'un programme qui s'appelle Vigilife Fleuve Sentinelle. Nous avons effectué ces échantillonnages en 2017 et 2018 sur le Maroni et sur l'Oyapock. Nous avons remonté l'ensemble des deux fleuves, de l'estuaire jusqu'à la source ou quasiment la source. Et sur chacun des fleuves, nous avons inventorié la biodiversité sur à peu près 35 sites par fleuve, sur le cours principal et sur les principaux affluents. Et d'ailleurs, je le précise à tous nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, que si ça les intéresse, on avait déjà parlé avec vous de ce programme Vigilife, il y a quelques mois. L'interview est à retrouver sur notre page YouTube. Déclin de la biodiversité, Sébastien Brosse, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Vous vous êtes intéressé à quelles espèces en particulier? Parce que je suppose qu'il a bien fallu cibler au préalable certaines espèces avant de faire vos relevés. Oui, tout à fait. Nous nous sommes intéressés aux poissons d'eau douce et aux mammifères que nous avons échantillonnés à l'aide d'une méthode assez novatrice qu'on appelle l'ADN environnemental, en collectant l'ADN que libèrent les organismes et qui se retrouvent dans l'eau. Nous avons focalisé sur ces deux groupes parce qu'ils sont emblématiques, mais aussi parce que nous avons les moyens de les identifier à partir de cette méthode. Les moyens de les identifier, c'est-à-dire pour quelles raisons exactement? Est-ce que c'est plus facile de s'intéresser aux poissons et aux mammifères? Alors c'est plus facile dans le sens où on travaille sur ces deux groupes, en particulier sur les poissons depuis de nombreuses années. Et nous devons, pour identifier ces organismes à partir de l'ADN, avoir ce qu'on appelle une base de référence, c'est-à-dire comme des codes-barres génétiques qui nous permettent de reconnaître les espèces. Donc nous avons ces codes-barres génétiques pour chacune des espèces, et lorsqu'on détecte de l'ADN dans l'eau, on peut faire la correspondance entre ces codes-barres et les espèces. Donc on peut identifier les espèces présentes.
Et donc finalement, cette technique que vous avez utilisée, l'ADN environnemental, il vous permet d'analyser le plus précisément, le plus finement possible ce à quoi vous vous intéressez ? Oui, tout à fait. Actuellement, cette méthode est reconnue comme extrêmement efficace. Pour les poissons, par exemple, on se rend compte que la filtration de quelques litres d'eau, d'une cinquantaine de litres d'eau, permet d'identifier la faune présente au même titre que plusieurs années d'échantillonnage grâce à des méthodes de capture telles que les filets. Donc poissons et mammifères, entre les écosystèmes du coup terrestres et les écosystèmes aquatiques, lesquels sont les plus touchés d'après ce que vous avez pu relever et observer sur le terrain ? Alors en fait les deux. Nous détectons des déclins de biodiversité qui sont très corrélés entre mammifères et poissons. Alors pour les mammifères, on s'est intéressé aussi bien aux mammifères aquatiques, tels que les loutres par exemple, mais aussi aux mammifères terrestres, tels que les félins, les singes. Et on se rend compte que la réponse à la déforestation est très similaire, que ce soit des organismes aquatiques ou des organismes terrestres. Donc ça veut dire que la biodiversité est mêmement touchée, j'ai envie de dire, peu importe les espèces auxquelles on s'intéresse, qu'elles évoluent sur Terre ou bien qu'elles évoluent dans l'eau. Oui, tout à fait. Quand vous dites déclin, Sébastien Brosse, c'est quoi ? On est sur des disparitions totales de certaines espèces ou bien une diminution particulièrement sévère et particulièrement inquiétante ? Alors on parle de disparition locale d'espèces. C'est-à-dire que sur chaque site que nous avons échantillonné, nous détectons la faune présente sur quelques centaines de mètres en amont du site où on échantillonne l'ADN. Et sur une partie de ces sites, on détecte moins d'espèces lorsque le site est soumis à des perturbations humaines. Globalement, on détecte pour les poissons à peu près 13 espèces de moins par site, et pour les mammifères à peu près 4 espèces de moins que dans les sites non impactés par l'homme. Alors, l'un des points particulièrement importants, on va dire, de cette étude, c'est que des légères perturbations, qu'on appelle anthropiques, donc en rapport avec l'homme, peuvent entraîner des diminutions à distance de la biodiversité. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point pour nous l'expliquer un petit peu plus précisément ? Oui, tout à fait. Notre étude visait à mettre en relation les surfaces déforestées, déforestation qui est largement due à l'activité minière, et la biodiversité. Et le problème que nous avions était de savoir quelle était la surface qu'on avait considérée comme pertinente en termes de déforestation. Est-ce que la déforestation allait affecter la faune très localement, juste autour des sites où on mesure la diversité de la faune, ou est-ce que ça allait affecter beaucoup plus loin ? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les liens entre biodiversité et déforestation à partir du site, et en s'éloignant petit à petit du site jusqu'à 90 km du site. Et nous nous sommes rendus compte que l'échelle la plus pertinente pour relier perte de biodiversité et déforestation était l'échelle de 30 km, qui intègre en fait toute la déforestation qu'on va rencontrer entre le site d'inventaire de la faune et 30 km en amont de ce site. Donc ça veut dire que les espèces, les impacts, on va dire, sur les espèces, les impacts négatifs, ils sont plus visibles à 30 km d'un site que sur le site lui-même ? Ils sont plus visibles parce qu'on intègre du site d'étude jusqu'à 30 km de distance. Et comment on explique cette connexion finalement entre des zones qui sont pourtant éloignées les unes des autres ? Alors on l'explique très probablement par les causes de déforestation qui sont largement dues à l'activité minière. Et l'activité minière libère énormément de substances, en particulier des sédiments dans l'eau. On le voit très bien, ça trouble très fortement l'eau. Et cette turbidité, en fait, cette augmentation des particules dans l'eau, altère fortement le fonctionnement de l'écosystème aquatique. Donc c'est par l'eau, les réseaux hydriques que tout se propage, et quand une activité humaine se situe en amont des rivières, et bien toute la biodiversité, c'est bien ça qui est en aval, elle va de fait être touchée par la déforestation, ou peu importe finalement l'activité humaine qui est présente dans la zone. Oui, tout à fait. Pour qu'une zone, Sébastien Brosse, un environnement soit totalement préservé, il faut du coup non seulement qu'il soit protégé, mais qu'il se situe également à plusieurs dizaines de kilomètres de la moindre activité humaine. Oui, c'est ce que montre notre étude, et cela corrobore relativement bien des études antérieures sur des écosystèmes forestiers
qui montre que dans des milieux apparemment naturels, sans impact humain visible, on peut avoir des baisses importantes de biodiversité dues à des impacts faibles tels qu'une chasse raisonnée. Et est-ce que ces résultats, ce que vous mettez en avant dans cette étude, doivent être pris en compte et comment doivent-ils être pris en compte par les organisations qui s'occupent de préserver l'environnement pour limiter, j'ai envie de dire, les impacts qui sont liés à la connexion des écosystèmes ? Alors oui, je pense que cela doit être pris en compte. Dans les mesures de protection, les aires protégées doivent prendre en compte ces impacts à distance et donc mettre en place ce qu'on pourrait appeler des zones tampons de protection au-delà des zones protégées pour éviter que ces perturbations humaines se diffusent vers les zones à protéger ou les zones d'intérêt patrimonial, d'intérêt en termes de biodiversité. Ouais, parce que du coup, phénomène d'interconnexion entre plusieurs zones géographiques, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des liens également entre les espèces avec des phénomènes en cascade? Autrement dit, la disparition, la diminution de certaines espèces va provoquer la disparition et la diminution d'autres espèces? Alors la disparition ou la diminution, ce n'est pas mesuré dans le cas de cette étude, oui. Mais oui, très probablement, sachant que les espèces qui disparaissent ne sont pas tirées au hasard au sein des espèces. On se rend compte que certaines espèces qui ont des fonctions particulières vont être amenées à disparaître. Dans notre cas, chez les mammifères, par exemple, on voit disparaître les grands prédateurs, les phélèmes, les chiens-bois, les loutres. Et ces animaux sont connus pour avoir un effet extrêmement important de structuration de la biodiversité. En fait, ces prédateurs vont gérer l'écosystème. Donc leur disparition provoque très probablement des impacts en cascade sur l'ensemble de l'écosystème. Et d'ailleurs, les activités humaines néfastes pour la biodiversité, Sébastien Brosse, c'est quoi la déforestation, l'exploitation forestière et l'orpaillage majoritairement, ou bien il y en a d'autres également ? Alors, dans notre cas de figure, nous avons mesuré la déforestation à partir d'images aériennes. Cette déforestation, on sait qu'elle est liée en grande partie à l'activité minière. Et c'est vraiment la cause principale qu'on a pu mesurer ici sur l'Oyapock et le Maroni. Et du coup, vous vous êtes appuyé sur d'autres données pour qui recensaient ces données, les sites déforestés, et pour ensuite les mettre en parallèle avec les relevés que vous avez, vous, effectués ? Oui, tout à fait. On a utilisé une base de données mondiale sur la déforestation que l'on a associée à des données fournies par le parc amazonien de Guyane sur la localisation des sites d'orpaillage. Et nous avons combiné ces données pour en sortir une image de déforestation avec des causes, globalement, une cause principale qui est l'activité minière. La déforestation, l'exploitation forestière et l'exploitation minière, c'est quoi également les impacts humains que vous dites silencieux, Sébastien Brosse, vous en parlez dans votre étude? Alors, impact humain silencieux, ce sont les impacts non visibles si on a une vision globale de la forêt. C'est-à-dire que la forêt paraît naturelle, le couvert forestier est tout à fait naturel, la forêt ne donne pas de signes de perturbation, mais pourtant, la faune est dégradée. Et c'est donc dû essentiellement à cet effet de transport des polluants, de transport des matières de l'amont vers l'aval, qui va dénaturer la faune sans que ce soit détectable si on observe uniquement la forêt, localement. Et est-ce qu'il y a eu d'autres études dans le même genre, ailleurs en Amazonie, pour recouper en quelque sorte les résultats que vous avez obtenus, vous, ici en Guyane ? Alors, concernant la distance d'impact des perturbations humaines, non. C'est en ce sens que cette étude est novatrice. Et vous allez revenir en Guyane, vous, avec vos équipes. Est-ce que l'idée, c'est aussi de voir l'évolution dans le temps de tous ces impacts que vous avez commencé à mesurer ? Oui, tout à fait. Nous avons commencé à faire cela. Ça fait partie de notre projet de recherche qui vise à faire un suivi régulier d'un certain nombre de fleuves sur le globe. Et dans le cas du Maroni, nous avons publié cette étude qui utilise des résultats d'inventaire faits en 2017, mais nous avons fait exactement la même étude en 2021, en novembre dernier, sur les mêmes sites du Maroni.
et nous attendons les résultats pour avoir un suivi de cette évolution de biodiversité à un pas de temps ici de 4 ans. Et en tout cas, l'idée serait de pouvoir refaire cette étude tous les 4 ou 5 ans. Et refaire cette étude toujours en vous intéressant uniquement aux poissons et aux mammifères, ou bien en essayant d'élargir le plus possible le spectre des espèces auxquelles vous pourriez vous intéresser ? Non, nous souhaitons élargir le spectre des espèces. C'est ce que nous avons déjà fait dans le cadre de notre projet Vigilife. Les données récoltées en 2021 prendront en considération non seulement les mammifères, les poissons, mais également les mollusques, c'est-à-dire les moules d'eau douce qui intègrent pas mal de perturbations, mais aussi, grâce à certains marqueurs génétiques, l'ensemble du vivant, c'est-à-dire que ce soit les micro-organismes ou les macro-organismes. Merci beaucoup Sébastien Brosse d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions. Je le rappelle, chercheur au CNRS et à l'IRD, vous étiez avec nous pour parler de cette étude parue tout récemment dans la revue Nature Communication. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci. Sébastien Brosse. Au revoir. Bonne journée.